Alors que l'invité du jour, la porte-parole du gouvernement, arrive sur ce plateau. Bonsoir Maud Bréjon. Bonsoir, Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. On va parler dans un instant de ce qui a été annoncé par le Premier ministre hier. Beaucoup de choses sont encore très floues à préciser sur les impôts, sur l'immigration. Mais d'abord, sur la situation internationale. Au lendemain de l'attaque iranienne sur Israël, l'Élysée a fait savoir hier soir que la France avait mobilisé des moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Est-ce que ça signifie concrètement que la France a intercepté des missiles, a envoyé des avions pour aider Israël à se défendre? D'abord, la France a redit sa ferme opposition et a condamné de façon unanime et sans équivoque les attaques de l'Iran contre Israël. Et moi, je vous le dis, il faut que ces attaques cessent. L'Iran se rend coupable de l'escalade dans la région. Les pertes civiles sont dramatiques et la France et le président de la République, le chef de l'État, se placera toujours du côté de la désescalade. On ne renie pas et on affirme le droit d'Israël à se défendre. On sera à ses côtés pour les détails concernant les moyens armés. Mais donc vous avez aidé Israël? Je vous renverrai vers le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et c'est de sa responsabilité de se prononcer et de s'exprimer sur la question. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'on se place du côté de la désescalade et du dialogue politique. Vous savez, la diplomatie, c'est difficile, c'est exigeant. Ça fonctionne pas toujours, on l'a vu. Parfois, on a fait des appels au cessez-le-feu qui n'ont pas été entendus. Mais c'est la seule voie de sortie possible. Il n'y a pas d'avenir dans la région si on continue dans cette escalade-là. Vous dites la diplomatie, c'est difficile. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la façon dont la diplomatie française a réagi à la suite de l'élimination du leader du Hezbollah, Hassan Nasrallah, par Israël. La réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction française. Là où le président américain Joe Biden a parlé d'une mesure de justice, là encore une question très précise. Est-ce que vous, comme porte-parole du gouvernement, vous portez la voix de la France dans les médias? Est-ce que vous vous félicitez de l'élimination du leader du Hezbollah par l'État d'Israël? Mon rôle n'est pas de nous féliciter. Mon rôle, c'est de dire que la France ne nie pas le rôle qui a été celui du Hezbollah de façon extrêmement délétère, ne nie pas les attaques... Délétère, ne nie pas, le mot est faible. Ne nie pas les attaques terroristes qui ont été perpétrées par la branche armée du Hezbollah, qui ont fait souffrir certains de nos concitoyens et qui ont fait profondément du mal, notamment au Liban. Mais ce n'est pas notre rôle de se féliciter ou de ne pas se féliciter. Quand le président américain dit c'est une mesure de justice, est-ce que vous considérez que c'est une mesure de justice que le leader du Hezbollah, qui a fait couler du sang français, les attentats du Drakkar, aient été éliminés? Encore une fois, on ne met pas sous le tapis la responsabilité du Hezbollah dans la région. Ce que je vous dis, c'est que le rôle du chef de l'État, c'est de tout faire pour travailler à la désescalade. Et qu'il n'y ait pas un mot sur l'élimination d'Hassan Nasrallah de la diplomatie française. Est-ce que c'est normal? Notre rôle, c'est de tout faire pour assurer la désescalade, parce que derrière, ce sont des civils. Ce sont des civils. Ce sont des femmes et des hommes qui meurent là-bas. Et nous avons perdu des ressortissants français sur place. Vous le savez, vous en avez probablement parlé. Voilà. Donc notre rôle, c'est de travailler à cette diplomatie sur place. Et vous savez, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est aujourd'hui le seul à pouvoir parler avec toutes les parties dans la région. On a un rôle dont le Hezbollah, c'est parce que la France parle au Hezbollah que vous n'avez rien dit sur l'élimination d'Hassan Nasrallah? Ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que la France a un rôle central sur place en matière de diplomatie et que c'est ça qu'on joue aujourd'hui. Maud Bréjon, on en sait désormais un peu plus sur l'effort pour redresser les finances publiques. Le gouvernement qui a annoncé que l'indexation des retraites sur l'inflation sera reportée du 1er janvier au 1er juillet. Très concrètement, ça veut dire que les pensions de retraite ne seront pas indexées pendant 6 mois. C'est donc les retraités qui vont payer pour les économies? Pourquoi? Ce sont des privilégiés, les retraités? Non, les retraités ne sont pas des privilégiés. Vous les faites payer pourtant. Pardonnez-moi. Regardons 2 petites secondes la situation. On a une situation budgétaire qui n'est pas inquiétante, qui est grave. On va dépasser les 6% de déficit. C'est-à-dire qu'on est le 2e plus mauvais élève de l'Europe après l'Italie. On a le choix. Soit on accepte d'avoir un budget de redressement et de redressement massif, soit on laisse filer le déficit. Moi, je pense qu'on est tous d'accord pour dire aujourd'hui qu'il y a urgence à agir. Et je voudrais dire 2 mots sur ce qui se passerait si on ne fait rien. Oui, mais Maud Bréjon, je sais que l'exercice de porte-parole est un exercice compliqué, en particulier dans la situation, mais là, ma question très précise est sur la question des retraités. Ceux qui nous regardent ont appris aujourd'hui, les retraités qui nous regardent, que leur pension de retraite ne serait pas indexée pendant 6 mois. Je vais vous répondre. Pas indexée sur l'inflation. Je vais vous répondre, Benjamin Duhamel. Comment expliquez-vous le fait que vous faites porter à ces retraités une partie du poids des économies qui sont à faire? Ce que je vous dis, c'est que le premier levier qu'on utilise,
c'est la réduction des dépenses. Vous l'avez vu, on a expliqué que l'effort nécessaire, total, c'était d'économiser 60 milliards. 60 milliards. Sur ces 60 milliards, 40 milliards passeront par une réduction des dépenses. Et vous savez, ce sera difficile. Parce que c'est pas évident de réduire les dépenses. Et donc, les retraités. Ensuite, il y a on demandera à certaines catégories de population des efforts. On ne désindexe pas. C'est très important. On ne désindexe pas les retraites sur l'inflation. D'ailleurs, c'était une promesse de campagne que nous avons formulée auprès de nos électeurs. Pendant 6 mois, nous décalons, effectivement, de 6 mois, l'indexation des retraites sur l'inflation. Et je voudrais vous dire une chose. Donc ça veut dire que pendant 6 mois, elles n'augmenteront pas avec l'inflation. On demande des efforts à tout le monde. On ne peut pas uniquement... Et donc ça veut dire qu'un retraité qui touche 1200, 1300 euros par mois, pendant 6 mois, sa pension ne sera pas indexée sur l'inflation. Est-ce que vous considérez que dans la justice des efforts réclamés aux uns et aux autres, il est juste que les retraités, notamment les plus modestes, soient en quelque sorte touchés par ces efforts que vous demandez? D'abord, je considère que c'est très difficile et que c'est un budget qui sera à bien des égards très difficile. Il y aura ensuite d'autres sujets. Ensuite, ce que je voudrais vous dire, c'est que en France, l'année dernière, les pensions de retraite ont augmenté davantage que le salaire des actifs. Les pensions de retraite ont été revalorisées en début d'année dernière, en début 2024, de 5,3%. D'accord ? 5,3%. C'était la revalorisation en début de cette année. En moyenne, les salaires ont augmenté de 4,2% dans 70% des entreprises. Donc vous dites que les retraités sont des privilégiés et c'est pour ça qu'on les fait payer. Je vous dis, mais n'essayez pas de me faire dire des caricatures que je ne pense pas. J'essaye de traduire ce que vous dites. Je vous dis que c'est d'abord un rééquilibrage entre l'augmentation qu'on observe des pensions de retraite et l'augmentation du salaire des actifs. Et ensuite, je ne peux pas faire autre chose qu'assumer que c'est un budget. Vous ne pourriez pas, par exemple, épargner les retraités les plus modestes ? Qui sera très difficile. Vous ne pourriez pas, par exemple, épargner les retraités les plus modestes ? On aura l'occasion de discuter. Encore une fois, je vais vous dire... Donc c'est une piste. La méthode Barnier, c'est qu'on assume de ne pas arriver avec des solutions qui soient fixées, figées, et sur lesquelles nous n'accepterions aucune discussion. La méthode Barnier, c'est l'écoute, c'est la lucidité, et c'est le pragmatisme. C'est aussi le respect du Parlement. Un Premier ministre, on dit rarement d'une méthode qu'elle n'écoute pas, qu'elle n'est pas lucide et qu'elle n'est pas pragmatique. Il y aura un débat qui se fera au sein du projet de loi de finances, et c'est normal que le Parlement ait ce débat, c'est complètement constitutionnel. Mais encore une fois, j'en reviens à ce qui est aujourd'hui la situation française, avec plus de 3 000 milliards de dettes, et un risque, pardonnez-moi, en 2 mots, qui est qu'on devienne la Grèce de 2010. Et donc, vous demandez des efforts aux Français. Et donc, on va demander des efforts. Je voudrais qu'on avance, Maud Bréjon, pour vous interroger sur une autre annonce de Michel Barnier hier, qui annonce la hausse du SMIC de 2% au 1er novembre. Est-ce que vous savez qui a dit la chose suivante? Pourquoi seulement 2% d'augmentation du SMIC sans augmenter à 1 600 €, position irresponsable de la gauche extrême? Nous pourrions demander de faire plus en discutant avec le patronat. Ouvriers, employés, salariés doivent être davantage soutenus. Oui, c'est Gérald Darmanin. Je crois savoir que vous étiez proche politiquement de Gérald Darmanin. Bon, c'est pas un gauchiste, Gérald Darmanin. Là, il est en train de dire que 2%, franchement, c'est pas assez. Mais vous savez, moi, j'adorerais annoncer qu'on augmente le SMIC de 10%, Benjamin Duhamel. Je vous promets que ce serait plus facile. Vraiment. J'aimerais qu'on ne touche pas aux pensions de retraite. J'aimerais qu'on ne touche pas aux plus fortunés. J'aimerais qu'on ne touche pas aux entreprises, qu'on puisse ne pas réduire la dépense. Mais on a une situation qui est face à nous aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Là, c'est les entreprises qui payent le SMIC, c'est pas l'État. Est-ce qu'on choisit de redresser la barre ou est-ce qu'on choisit de laisser filer le déficit? Là, ça revient avec le déficit, le SMIC, puisque c'est les entreprises qui payent si le SMIC augmente. Mais on demande des contributions à tout le monde. Et je pense que les Français, pour le coup, trouvent ça parfaitement normal. Et en même temps, on ne fait pas des promesses qu'on ne saurait pas tenir demain ou qui entraîneraient le pays dans un chaos économique. C'est aussi ça la responsabilité. Vous savez, la grande force de Michel Barnier, c'est qu'il n'a rien à gagner, qu'il n'a rien à perdre. Michel Barnier, il a 73 ans, il aurait pu rester chez lui. Il décide de relever le gant. Il le fait, je crois, avec un style qui est à lui, qui fait du bien. Et il fait preuve de courage. Alors, un style qui fait du bien, je ne suis pas sûr que Gabriel Attal, le président de groupe d'Ensemble pour la République, pense exactement la même chose. Regardez cet échange, c'était hier à l'Assemblée nationale, en fin de journée, après les discours à l'Assemblée nationale. Écoutez. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économies supplémentaires. Très attentif. Pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Voilà. Sympa.
Bonne ambiance, comme disent les jeunes là. Vous dites le style Barnier, c'est formidable. Vous pensez que Gabriel Attal, il pense la même chose? Je pense que Michel Barnier prend le temps d'écouter et de respecter l'ensemble des groupes parlementaires. Voilà. Après, on va se dire les choses. Il met un tacle à votre bilan. Vous étiez parlementaire avant d'entrer au gouvernement. Michel Barnier dit quelque chose de très factuel. Il dit qu'il est Premier ministre depuis une vingtaine, 25 jours maintenant, et qu'il a géré une situation budgétaire qui est difficile. Et il insiste sur le déficit qu'il a à gérer et que donc Gabriel Attal lui a laissé. Il propose à la famille politique dont je fais partie de faire des propositions. Moi, je vous assure que le groupe EPR, je n'ai aucun doute là-dessus, sera amené à faire des propositions. Du reste. Vous voyez bien la pique, du reste, là, quand même. Du reste. Faire un peu de langue de bois, mais là, vous voyez bien que c'est pas un mot extrêmement sympathique de la part de Michel Barnier. Je vais pas commenter les échanges des uns et des autres. Après, vous avez raison sur une chose. C'est que la colocation avec les Républicains, elle n'est pas évidente et elle n'est pas limpide parce qu'on a besoin, on a besoin d'apprendre à s'apprivoiser en fait. Vous savez, ça fait 7 ans maintenant qu'on s'affronte lors des élections, qu'on a des divergences, qu'on n'est pas d'accord surtout au sein de l'Assemblée nationale. Parfois on est d'accord, parfois on n'est pas d'accord. Et donc il y a un temps de rodage. Et vous savez, je regardais, vous avez sorti un sondage, si je ne me trompe pas, je peux en parler en plateau, il est public. Et là pour BFM TV, qui disait que plus d'un Français sur 2 était satisfait des premiers pas de Michel Barnier et que presque 9 Français sur 10 au sein des électeurs de Renaissance et des Républicains étaient également satisfaits des premiers pas de Michel Barnier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire exactement ce qu'on entend dans nos circonscriptions, à savoir que les gens veulent que ça marche et qu'on s'entende. Merci beaucoup, Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir.